Bonjour, soyez les bienvenus. J'ai une première question technique, pratique. Combien de personnes ne parlent pas l'anglais, ne comprennent pas l'anglais? Pour quelques-unes, il y aura une... Donc, on s'efforcera de traduire les propos d'Abraham Burg dans la mesure du possible, même si ça ralentit, ou si peut-être qu'il va lui-même parler anglais, puis après rajouter en français, parce qu'il parle très bien le français aussi. Voilà, je vais vous... Donc nous avons 1 heure, 1 heure et demie. On va consacrer un certain temps à la fin pour les questions, bien sûr, mais on ne va pas poser les questions pendant le cours du débat, de la conversation, parce que ça hacherait beaucoup trop les propos des uns et des autres. Donc, rapide présentation des deux débatteurs. Abraham Burg, je dirais, est un Israélien absolument, il personnalise le citoyen israélien. Il est écrivain, politicien, homme d'affaires. Il a été commandant d'une brigade parachutiste. Mais il a été membre des PISNO. Vous avez déjà devant vous, d'ailleurs, vous avez devant vous une présentation des curriculum vitae de chacun des débatteurs, donc je ne vais pas insister là-dessus. Il a été aussi président de l'Agence juive, l'Organisation sioniste mondiale. Donc, avec tous ces qualificatifs, vous voyez que c'est quelqu'un qui est partisan d'une solution à 2 États, d'une solution qui soit agréable aux 2 parties, qui soit acceptable pour les 2 parties. Elias Sambar, qui est à ma gauche, donc il est historien, écrivain. Il a été traducteur de Mahmoud Darwish, qui est un des grands poètes palestiniens. Il a été chef de délégation de la délégation palestinienne pendant 3 ans, au début du processus de paix, ou de ce qu'on a appelé le processus de paix, et il est maintenant ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. Voilà. Je crois que pratiquement j'ai dit ce que je devais dire. J'ai suggéré qu'on débute, vous avez peut-être remarqué la chose, c'est qu'on est en 2017, qu'il y a une succession, une séquence de dates qui est particulièrement intéressante. 1917, la déclaration de Balfour, 1947-48, qui est la création de l'État d'Israël, 1967, une guerre, dite guerre des 6 jours, qui a marqué ou caractérisé même la situation jusqu'à aujourd'hui, en termes de ce qu'on appelle l'occupation des territoires palestiniens, et on est en 2017. Donc cette séquence historique mérite peut-être qu'on s'y arrête un petit moment pour situer le cadre pour ceux qui ne seraient peut-être pas tout à fait au fait de cette séquence et du déroulement de cette séquence. Donc je donne la parole à Elias Sambar au début, et puis sur ce sujet-là, et puis après ce sera Abraham. Voilà, Elias. Merci Yves, bonjour, merci d'être là, merci de nous avoir invités. Je voudrais commencer par réagir précisément à l'intitulé. Ce n'est pas le lieu ni la durée qui nous est autorisée. Ne permettrait pas de faire une sorte d'historique pour raconter un peu toutes ces guerres, tout ce qui s'est passé et ainsi de suite. Par contre, ce qui est intéressant à souligner, à mon avis, c'est qu'est-ce qui fait que spontanément, quand on veut présenter ce conflit dans sa globalité, on le présente avec cette succession de guerres. Est-ce que c'est la seule façon de le saisir? Est-ce que c'est cela qui donne l'identité de ce conflit? C'est une grande question. Et je pense que c'est assez compréhensible que spontanément, beaucoup de fois, de très nombreuses fois, dès qu'on veut parler de cette histoire, on aligne des dates. Et d'ailleurs, la liste est incomplète. Parce que si on voulait vraiment aligner les dates, je devrais parler de 1896,
1919, 1921, 1927, 1929, 1933, 1935 à 38, 1939, 1947, l'expulsion, 48, la guerre, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est ponctué d'affrontements. Et c'est vrai que pour connaître l'histoire sur le plan factuel, les événements, les dates, on ne peut pas faire l'économie de ne pas traverser cette longue séquence. Mais cette longue séquence est quand même très réductrice. Cette façon d'aborder les choses est très réductrice parce qu'elle permet d'énumérer les événements. C'est pas sûr qu'elle permette de comprendre. Or, pour comprendre, et à ce moment, ces guerres successives deviennent juste des conséquences de ce qu'on a compris. À ce moment, il faut passer dans autre chose. Les histoires, vous les avez, c'est un conflit qui a une bibliographie, mais a donné le tournis. Vous n'imaginez pas le nombre d'ouvrages sur cette histoire, le nombre de langues dans lesquelles cette histoire est saisie, c'est énorme. Par contre, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces successions? Il y a tout d'abord le fait que ce conflit est trop long. Les premiers accrochages ont lieu en 1896. Herzl, le fondateur du sionisme, n'a pas encore écrit l'État des Juifs. Le livre, bon. Il n'a pas encore fait voter au grand congrès sioniste de Bâle en 1897, donc nous sommes un an plus tôt, n'a pas encore fait voter une chose fondamentale, qui est que la finalité du sionisme est l'établissement d'un foyer national juif. Parce que l'idée de l'État était elle-même en grand débat dans les milieux juifs eux-mêmes, et notamment avec une opposition très forte des courants mystiques. Donc un an plus tôt, il y a déjà des affrontements qui ont lieu entre des paysans palestiniens et des ouvriers qui travaillent dans les fermes du baron de Rothschild. À l'époque, ce n'est pas une question sioniste, c'est une question de travail. Un conflit de travail, parce que des paysans palestiniens qui ont la technique agricole sont évincés pour pouvoir faire travailler des membres de la communauté juive à la demande du baron qui possède des fermes et qui sont là à but un peu de charité, c'est-à-dire d'aider les communautés pas très riches. Et depuis, nous sommes en 2017, si vous faites les comptes, 123 ans. Qu'est-ce qui fait que ce conflit est donc interminable et il n'est pas encore résolu? Qu'est-ce qui fait qu'il devient de plus en plus compliqué au fil des années? C'est pour ça que je voudrais commencer par dire une règle, contrairement très souvent les phrases et les espèces de dictons très répandus, par exemple une phrase comme « ça s'arrangera avec le temps » ne s'applique pas du tout ici. Le temps, dans ce cas, et dans beaucoup d'autres, complique les choses. Il ne les facilite pas, c'est pas vrai. Est-ce que ça veut dire que le conflit ne sera jamais résolu? Pas du tout. Il n'y a pas de conflit qui ne trouve pas de solution. Mais là, le temps complique. Qu'est-ce que je veux dire par le temps complique? Je veux dire par le temps complique qu'au fil des années, sur les premiers nœuds, sur les premières difficultés, sont venus quasiment s'ajouter tous les ans de nouveaux nœuds. Qui fait qu'on se retrouve 123 ans plus tard avec une montagne de problèmes. Ça donne une indication sur comment pourrait-on résoudre une montagne de problèmes. Est-ce qu'on peut les résoudre en les abordant un à un, ou est-ce qu'on peut les résoudre avec une sorte de cassure et d'imposer une sorte d'ordre de marche par rapport au temps qui vient et non plus au temps qui est passé? Mais ça, on y viendra. La deuxième chose qu'il faut dire dans ce conflit, c'est un conflit qui est une caisse de résonance. Vous savez, comme dans les instruments de musique, vous avez une caisse dans laquelle les ondes sonores résonnent. Il est très particulier, pas à cause des sujets qu'il aborde, il est très particulier parce que c'est un conflit dans lequel la majorité des éléments, donc la majorité des éléments qui résonnent, n'ont pas leur source en Palestine même, mais en dehors. Il y a la question juive, il y a les effets de l'Holocauste et de la barbarie nazie qui résonnent. Il y a la question presque, on pensait qu'elle était oubliée, mais qui est toujours agissante, de qu'est-ce qui reste de l'esprit des croisades. Il y a la question de l'Orient. Il y a la question extrêmement complexe de qu'est-ce qu'une terre sainte?
C'est la seule terre, c'est tout petit, un petit bout de terre, c'est le seul sur le globe qui soit saint simultanément pour les trois religions. Il n'y en a pas d'autres. L'Arabie Saoudite est terre sainte d'islam exclusivement. Les pays autres ont des lieux saints, mais ça ne fait pas des terres saintes. La Palestine est une terre sainte, c'est-à-dire qu'elle sanctifie tout ce qui s'y trouve. Vous imaginez la pesanteur des délires qui peuvent en être sur le plan religieux. Et il y a les questions stratégiques. Il y a les questions du post-colonialisme avec la présence impériale britannique, la chute des empires. Et il y a la question des combats, des luttes entre les États-Unis, entre les puissances, sur une région fondamentale centrale physiquement. Elle est vraiment au centre. Si vous regardez les cartes, elle est au centre de l'Orient méditerranéen. Donc vous avez là une chose qui s'est compliquée au fil des années, et une chose qui est une caisse de résonance de problèmes de plus en plus nombreux. Tout cela peut vous expliquer que par moment, par intermittence régulière, tant qu'il n'y a pas de solution, ça explose. Il y a, à partir de tout cela, une question qui se pose, qui devient tout à fait justifiée. Vu tout ce que je viens de dire, vu toutes ces règles et toutes ces guerres qui sont énumérées, est-ce que ce conflit est insoluble? C'est ça la grande question. Cette succession, cette série de dates pose cette question en fait. C'est ça les questions que l'on se pose. Et chaque fois, je pense que l'on se remet à énumérer toutes ces batailles, ou toutes ces complications, ou tous ces désastres, toutes ces crises, on a un peu à l'arrière de sa démarche, un peu derrière la tête, l'idée que voulez-vous, c'est un conflit impossible. Regardez, voilà la liste. Donc voilà un peu le tableau qui naît et qui émerge de cette liste, qui ne peut pas être uniquement abordé comme, bon, on va vous raconter 5, 6, 12 guerres, 13 crises, 40 soulèvements, et ainsi de suite. Tous ces événements sont les conséquences de ce que je viens de vous dire. Et au lieu d'aller dans les résultats, il faut commencer quand même à aborder les sources des choses. D'où est-ce que ça vient, comment ça fonctionne, comment ça résonne surtout, comment ça résonne. Parce qu'il est certain que ni les Israéliens aujourd'hui, donc je fais tout le temps la discussion entre les Israéliens et les Juifs, parce que les Israéliens c'est aujourd'hui une réalité réelle, ce n'est pas les communautés juives dans le monde. Est-ce que les Israéliens et les Palestiniens, est-ce que le peuple d'Israël et le peuple de Palestine peuvent eux dans cette crise qui n'en finit pas, être par exemple la source de la solution par rapport à la question de la barbarie nazie? Je ne crois pas. Par contre, et j'y viendrai après, je vais m'arrêter là, est-ce qu'ils sont soumis tous les deux au poids inimaginable, on va en parler quand on abordera la question des négociations, vous n'imaginez pas, de la peur. Et là, on n'est plus dans la politique, on n'est plus dans les rapports de force, on est très très largement également dans des questions intimes. Moi, j'ai négocié pendant 5 ans avec les délégués israéliens la question des réfugiés, donc l'expulsion de 48. Il y avait des moments de panique qui n'étaient pas des moments où le droit devenait très compliqué à énoncer ou bien où les règles internationales devenaient très floues. Non. On aboutissait toujours à un moment où les Israéliens le disaient directement ou indirectement, mais nous le savions de part et d'autre, que si nous allons entrer dans cette question avec vous, si nous allons dire, oui, c'est vrai, à un moment, il y a eu une énorme injustice à votre égard, est-ce que vous n'allez pas immédiatement nous demander de repartir chez nous? Donc de quitter les villes où nous sommes depuis 60 ans, et ainsi de suite. Et ça, c'est un phénomène de panique, de peur historique, et en même temps qui est lié dans la tête de beaucoup au fait que si nous vous disons, oui, c'est vrai, il y a eu quelque chose, c'est pas sûr du tout qu'on va se réconcilier, vous allez en profiter pour nous dire, puisque vous êtes nés comme cela, donc vous n'êtes pas légitime, donc il va falloir partir. Et nous pouvons nous égosiller, c'est ce qu'on a fait en disant, mais il n'est plus question que vous partiez. Mais pour nous réconcilier, il faut dire qu'il y a eu une injustice à un moment. Impossible. Nous arrivons à une panique. Je ne dis pas que tous les Israéliens sont dans cette panique. J'ai beaucoup d'interlocuteurs et d'amis israéliens qui ne sont pas paniqués, parce qu'ils savent que nous voulons vivre ensemble. Mais la majorité écrasante est dans cette panique.
Voilà, je vous ai donné un exemple, hein, pour que vous voyez un peu comment c'est un nœud. Ce n'est pas simplement une succession de guerres, et ce n'est pas simplement un conflit qui peut être réduit à ses aspects militaires. C'est infiniment plus complexe. Je m'arrête. Merci. Merci Elias. Abraham, une vision historique israélienne. I will try to translate to you what Elias told you. Okay? How do you want to do it? Sentence by sentence? A few sentences. First, thank you very much to you for having us and for the privilege not only to share with you some of the thoughts, but to be on the same podium with Elias, who is, whenever we are together, I have the feeling that I'm elevated by the eloquence and the sophistication. There is no but by the end of the sentence, don't worry, okay? And such a high intellectual and sensitive person, and it's a privilege. So thank you very much. Permettez-moi de vous remercier d'être là et au contact d'Elias Sambar, dont l'élévation de pensée immédiatement met la discussion à un niveau de substance et d'éloquence auquel j'essaierai de me conformer. Je me propose de traduire ce que nous a expliqué Elias Sambar dans ma perspective. No, I said a little bit more, but that's okay. Mais, you know, they are laughing, which means they do understand English. No, they're laughing, which means they don't agree with me. Okay. After Elias gave you a brilliant synopsis of the history of the Zionist movement, I would like to give you a brief synopsis of the Palestinian independent movement, okay? But before we go into it, I would like to put two short footnotes for us to remember. Yes, the conflict is old, more than a century old, but it is not a conflict between equals. We say Israeli-Palestinian conflict, 50-50. It is not 50-50 at all. It's a conflict between one very powerful, privileged, omnipotent element, which is us, the Israelis, and one which is equal in numbers between the Jordan and the Mediterranean, but does not have all of these privileges. So it is not a 50-50 approach. The second is, whatever we're talking here, at least of the historic part of the introduction, it is not just our failure to solve. We have our own issues with our own political systems, me with him with me, I with mine, he with his. But whatever we are talking about has a lot to do with a poisonous leftover of European deeds of the last couple of centuries. Au-delà de la brillante perspective tracée par Elias Sambar, laissez-moi faire une brève perspective historique de les Palestiniens. Quelques footnotes. Ce conflit est ancien, c'est évident. Mais surtout, ça n'est pas un conflit entre égaux. Ça n'est pas un conflit à 50-50. D'un côté, vous avez effectivement, est-ce que vous avez dit un peuple, une puissance, un État, je ne me souviens pas. D'un côté, une partie puissante, riche, omnipotente. C'est évidemment le cas d'Israël. De l'autre, il y a le peuple palestinien avec ses alliés jordaniens ne sont pas aussi, ne disposent pas des mêmes moyens. Et c'est notre échec de ne pas avoir réussi à tenir compte de ce déséquilibre. Nous avons chacun nos problèmes
avec nos propres systèmes politiques. Et avant tout, nous sommes empoisonnés par les restes de l'histoire laissée par les puissances qui étaient autrefois dans cette région, les puissances occidentales. Now, since you put three dates on the table, 1917, 1948, 47, 48, and today, I would like to address them all as chapters. Never mind when the Palestinian national movement started. Was it 1908 when Atatürk rebelled against the Ottoman Sultan and the Middle East all of a sudden woke up into the 18th, 19th century nation state or nationhood conscience? Was it Balfour Declaration as mentioned by Elias in 2nd of November 1917? It's irrelevant. There is a Palestinian national movement which in 1917, just take yourself in the time machine. It is not the time of today in Switzerland, it's not the time of today in Europe, it's not the time of today in the Middle East, it's the time of 1917. We are at the peak of the Western colonialism. Even the term Middle East means somebody sits in London and looks eastern. Okay, even this has a kind of patronizing point of view. So a Palestinian just waking up with the rest of the nations in the region looks to the west and see a huge wave coming of French people coming to Syria and Lebanon, of Brits coming to Egypt, to us, and to Iraq. And within this huge huge wave, there is a little one of Jews coming from the west into the region. So from the eye of the forefather of Elias, my forefather was a colonialist, a European colonialist. On pourrait évidemment énoncer la succession des dates qui marquent différents chapitres. Moi-même, je peux citer différentes dates, que ce soit 1908, la naissance du mouvement palestinien, que ce soit 1917, la déclaration Balfour, et beaucoup d'autres dates qui cadencent l'histoire. Mais au-delà, la question, c'est celle d'une perspective qui était celle des intervenants de l'époque. Voyons même simplement ce mot de Middle East, de Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça traduit une perspective. Ça traduit le fait que quelque part dans l'ouest de l'Europe, regardait vers le fond de la Méditerranée et se disait, voyez, c'est au milieu de quelque chose. Et en sont ensuite arrivés des vagues, les Français, au Liban, en Syrie, les Britanniques, un petit peu plus au sud, jusqu'en Égypte. Tout ceci sur les ruines ou sur le démantèlement de l'Empire ottoman, avec Atatürk qui là-bas essayait encore d'organiser ce démantèlement de ce qui avait dominé toute la région pendant un certain temps. Voilà quelle est la base sur laquelle nous avons dû, entre nous, construire notre histoire, l'histoire d'une terre où effectivement il y avait les populations palestiniennes, et puis il y avait un petit groupe, le petit groupe juif qui cherchait sa place, était certainement perçu comme d'origine européenne, et c'est comme ça qu'à ce stade, voilà en quoi se trouvaient voilà la situation au lendemain de la Première Guerre, si j'ai bien compris. Je crois que c'était plutôt... En fait, les gens en Palestine ont perçu qu'il y avait des vagues de colons qui arrivaient, et dans les vagues de colons, il y avait les Anglais qui s'installaient dans certaines régions, les Français dans d'autres, et au milieu de cette immense vague, une petite vague, à l'intérieur d'eux, était celle de ceux qui étaient perçus comme des colons juifs qui venaient d'Europe, mais qui étaient des juifs, et donc les grands-parents d'Élias, les ancêtres d'Élias, ont perçu mes ancêtres comme étant des gens qui arrivaient pour coloniser leur pays. Alors mais ils faisaient partie de la grande vague de colonialisme, enfin des colons qui venaient de France. Je préfère cette traduction. Je m'excuse, Mrs. Storm, okay? So
I don't know about ladies, this one, okay? So the one point of view sees the coming of the Jew as part of the Western colonialism. But me as a Jew coming from the West, I see, wow, that's an opportunity. I come back home. That's all. I just come back home. I mean, it happened so that my vehicle was the British mandate. But otherwise, I mean, I'm traveling for 2,000 years. I just arrived. So at the very first moment, we have a clash of narratives. Is it coming back home? Or is it just an exploiting colonialism? So this is 1917. I move fast forward to, let's say, 47, 48, the establishment of the State of Israel. The Jewish people is coming out of the ovens, coming out of a huge, maybe one of the worst traumas ever. Drowning in the ocean, and there is a piece of wood, I hang to it and I establish the State of Israel. It happened so that saving myself caused the tragedy of Elias. So the very birth of my nation, rebirth of my nation, brought to the tragedy of his. So at the moment of my establishment started the second chapter of misunderstanding, the competition of traumas. It is not the Jews only had a trauma, or the Palestinians only had a trauma. And the way Elias spoke earlier so sensitively about the fears and the emotions, it is not something that you hear many Palestinians addressing the Holocaust, the same way you don't find many Israelis addressing the Nakba with the kind of assuming responsibility that I do. But from 48 and on, we have a competition of traumas. Now, instead of saying, you had and I had and let's not compete, for 70 years it's about who's bigger. You have a trauma, I have a bigger trauma. So that's a second conflicting narrative. Lorsque les Juifs donc, ont commencé à retourner en Israël, enfin à aller en Israël, en fait, ils avaient l'impression, bien sûr, de rentrer chez eux sur le bateau du mandat britannique. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a une sorte de conflit des narrations, des conflits du récit historique, du récit national en quelque sorte. Et donc ça, c'était pour 1917. Et puis en 1947-48, lorsque l'État d'Israël va être proclamé, c'est vrai que le peuple juif sort littéralement des fours. Et que en fait, c'est comme si nous étions dans un océan en train de nous noyer et que c'était là, l'État d'Israël était notre planche de salut. Simplement, le fait de nous sauver notre peau, c'est ce qui a fait la tragédie de la famille d'Elias, précisément. Puisque pour nous, sauver notre peau, c'était d'une certaine façon faire reculer les autres, puisqu'il fallait se sauver. Et c'est sur ça qu'est fondé en fait l'établissement de cette nation. Ce qui nous amène à un deuxième problème, c'est le problème de la compétition des traumatismes, puisque voilà, nous avions subi ce traumatisme, nous sommes arrivés sur cette terre, et nous avons fait subir un traumatisme à ceux qui étaient sur cette terre. Et je pense qu'Elias a tout à fait raison de prendre en compte la dimension émotionnelle, la dimension de peur, et parce qu'ils ne sont pas très nombreux, les Palestiniens qui prennent en compte la dimension émotionnelle, et de la même façon, ils ne sont pas nombreux, les Israéliens, qui sont prêts à prendre en compte la dimension émotionnelle et aussi la dimension de responsabilité dans ce que l'on appelle la Nakba. Et peut-être qu'il est temps, au lieu de dire, d'entrer dans cette compétition des traumatismes, de dire voilà, le mien est plus grand que le tien est moins grand que le mien, etc. Il est peut-être temps de sortir en fait de cette escalade dans la compétition des traumatismes. Fast forward to today, and to the last of Elias' question: is it solvable or not? First option is to say, let's solve 48.
let's look at the whole picture that started at 48, refugees of 48, the borders of 48, and find a solution for it. Looks as if it is too much for all political systems to deal with the entire 48 conflict. The other option is to say, let's solve 67, the occupied territories, West Bank and Gaza, and hope that whatever solution, let's say that 67 will compensate us for 48. 67 is the Palestinian compromise. These are the two main options. Will it be under one state, two states, federation, confederation? This is yet to be seen because the weakness of leaderships today and the absence of the international community and the weakness of the European responsibility from its history is, as for now, does not look promising. However, I'm very optimist. Now, we used to ask my mom, Mom, what are you, an optimist or a pessimist? She said, moi, me? Of course I'm an optimist. Today is much better than tomorrow. Now, Elias, they all speak English, okay? Okay. So I'm an optimist the way our grandchild is an optimist. We have 6.5 grandchildren. Thank you very much. Thank you very much. Soon to see the seventh. And four of them are going to a bilingual kindergarten, which is Israeli-Palestinian Hebrew-Arabic kindergarten. So one day Yuval, that's one of them, came back from the kindergarten and told my wife, his grandma, said, Mommy, we had a birthday today at the kindergarten. She said, wow, Mazal Tov, good luck. Whose celebration was it? He said, Muhammad had a birthday. Not Muhammad who lives next door. Muhammad who passed away many years ago. Now, if you can imagine a little boy in Tel Aviv who is a grandson to an Orthodox rabbi, a grandson for rabbis from all over, who at the age of 4.5 celebrates the birthday of Muhammad. If this is not a new opening, so what is a new opening? Après, je vais enchaîner. You want me to do it again? Il dit, alors, venons-en aujourd'hui en fait, et à la question de savoir si c'est possible de trouver une solution. En fait, la chose, c'est qu'il ne faut peut-être pas faire des fixations sur des moments précis, si j'ai bien compris, c'est-à-dire dire, bon, alors maintenant on va voir, l'idée c'est de voir le problème dans son ensemble, sinon on dit, oui, en 1948, il y a le problème des réfugiés, là, il y a le problème de ceci, il y a le problème de cela, et ça, aucun système politique, même à l'époque, en fait, le système politique n'était pas capable, aucun système politique d'un côté ou de l'autre n'était capable de résoudre l'immensité des problèmes qui se posaient, et donc, j'ai compris, sous-entendu, donc aujourd'hui, encore pire, de devoir régler quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps. On peut aussi parler de 1967, par exemple, et de considérer qu'en 67, il y a eu une sorte de compromis palestinien, mais ce compromis n'a pas permis de résoudre les problèmes de manière sérieuse, dans la mesure où, à nouveau, les systèmes politiques étaient trop faibles. Le leadership était trop faible. En particulier, le leadership occidental aussi était trop faible pour pouvoir résoudre ces problèmes. Alors maintenant, moi, je suis quand même... tout ça n'est pas très réjouissant, mais néanmoins, je suis un optimiste, comme d'ailleurs ma mère l'était. D'ailleurs, quand on lui posait la question, on lui disait « Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste ?» Mais visiblement, je crois que tout le monde a compris, en fait. Elle disait « Je suis extrêmement optimiste, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que demain. Les choses vont beaucoup mieux que demain. » Mais quand même, moi, je suis grand-père de 6 petits-enfants et demi, donc bientôt 7, et 4 parmi eux sont dans une école maternelle bilingue dans laquelle on étudie à la fois l'hébreu et l'arabe, pas seulement les langues, mais aussi visiblement les cultures, puisqu'il y a quelque temps, Yoval, qui a 4 ans et demi,
est rentré de l'école et il a dit à sa grand-mère, donc mon épouse, aujourd'hui nous avons fêté un anniversaire. Alors elle a dit, ah bon, un anniversaire, lequel? C'est bien. Et il lui a dit, bah, c'est l'anniversaire de Mohammed. Alors pas le Mohammed, pas le petit qui habite au coin de la rue, mais le Mohammed, celui qui est mort il y a plusieurs siècles. Et ça, c'est quand même un élément d'espoir, ou en tout cas d'ouverture, de se dire qu'il y a des lieux où le petit-fils d'un rabbin orthodoxe fête la naissance du prophète Mohammed. Merci. You're good so far. Also a good team. Je vais enchaîner sur ce qui vient d'être dit. Déjà en précisant deux choses par rapport à la question que j'avais laissée ouverte à la fin de mon intervention, qui est est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il est possible de résoudre? Je crois que le fait, sans nous donner une importance qui est bien supérieure à la nôtre, mais le fait de nous voir à la même table est quand même déjà un début de réponse de quelque chose, que c'est possible. La deuxième chose qu'il faut dire, et c'est ça qui est intéressant dans ce type de rencontre. Moi, j'ai rejoint ce qu'on appelait la résistance palestinienne à 20 ans, donc en 1967. Et j'ai jamais arrêté de militer. J'étais dans l'action, je n'étais pas simplement dans l'analyse théorique et intellectuelle. J'ai fait des centaines de débats contradictoires. Au terme de cette longue expérience, j'ai réalisé que ça n'était pas, je ne dirais pas utile ou inutile, j'ai réalisé que c'était extrêmement contre-productif. Parce qu'on nous plaçait comme deux boxeurs dans un ring et le public comptait les coups. Le nombre de fois où des gens qui n'étaient pas du tout de mon avis sont venus me féliciter parce que j'avais cloué le bec à la personne qui était devant moi m'a rendu extrêmement méfiant. Nous sommes devenus une espèce de représentation et qui consistait à un moment donné à être un défoulement pour les publics. À savoir, voilà, ils se sont cognés, il y a un qui a été plus malin, l'autre. Mais en fait, ce que nous disions, il n'en restait pas grand-chose. Et petit à petit, je me suis mis à adopter, et je l'ai fait régulièrement maintenant, des discussions qui se font côte à côte et pas face à face. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ce qui veut dire qu'il va dire une chose, j'ajouterai une chose dessus, il reviendra, il ajoutera une chose. Et là, il y a le souci de ceux qui écoutent qui est au premier plan. Et une possibilité, enfin, de passer du contenu, de transmettre du contenu. Et donc, je suis très, très heureux, mais bon, ça, il le sait, d'être à ses côtés. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on se retrouve ensemble. Mais c'est surtout, pour moi, une chose extrêmement citoyenne. C'est-à-dire qu'elle pense fondamentalement, avant tout, à ce qui doit être transmis à ceux qui nous écoutent, pour qu'ils aient des clés pour comprendre, des clés pour analyser, des clés qui leur permettent demain, s'il y a des événements dont nous n'avons pas parlé, qui vont survenir, de se dire, tiens, mais là, c'est peut-être telle chose qui pourrait expliquer. Donc, donner des outils, et c'est très important. Pourquoi? C'est important, bien sûr, si les personnes pensent que ça les enrichit de savoir mieux. Par contre, c'est intéressant et important parce que nous avons besoin également d'un très grand travail sur les opinions publiques. Et nous avons besoin que les opinions publiques soient éclairées, pas qu'elles comptent les coups. En disant le premier round c'est Elias, le deuxième il a mis knock-out, après c'est pas l'histoire. C'est pas le fait d'être pacifiste ou pas, c'est pas la question. Mais j'ai, par expérience, je vous le dis, appris à quel point il devenait utile de faire des strates. Vous savez, comme dans l'archéologie. Il fait une strate, j'en mets une autre, il met une troisième, et ainsi de suite. Et ça construit à peu près un édifice. Là, alors, dans ce que Abraham vient de dire, et qui est absolument juste, il y a un élément de langage et une pratique qui a, à un moment donné, convaincu les Palestiniens. Amos Oz, que nous n'admirons ni lui ni moi sur le plan politique, qui est un écrivain important, passait son temps à dire « aidez-nous à divorcer ». Mais pour divorcer, il faut avoir été marié. Or, cette histoire a commencé dans un divorce. C'est cela qu'il faut bien expliquer. Ce n'est pas que c'était idyllique et puis ça s'est gâté. Quels sont les principaux éléments à ajouter à ceux que Abraham vient d'énoncer, ce sentiment
d'une colonisation qui allait venir, ce sentiment d'une population, n'oublions pas cela, qui sortait de près de 5 siècles d'Empire ottoman. Un Empire ottoman qui, malgré toutes les pratiques du pouvoir central du sultan, était quand même musulman. Donc il y avait une sorte de familiarité très profonde. Un Empire ottoman qui avait trouvé, il faut le dire, il a très mauvaise réputation en Europe, mais ça n'était pas si noir que ça. Un Empire ottoman qui avait trouvé une formidable formule de voisinage des communautés, qu'on n'a pas trouvé. Même aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'Empire ottoman. Mais la question d'inventer un art du voisinage n'était pas une petite chose. Donc, ce peuple palestinien sortait de cette situation. Il pensait qu'il allait entrer dans une grande nation indépendante, et qui serait d'ailleurs un royaume. Le projet a existé. C'est Lawrence d'Arabie et les armées qui l'ont accompagné, les Britanniques, qui l'ont fait foirer. Ce grand royaume devait être sous le règne du roi Faisal, qui était arrivé avec toute la bataille contre l'Empire à partir si vous avez vu Lawrence d'Arabie, le personnage y est. Et donc il y a une espèce de rêve à ce moment, pas simplement de se dire tiens, il y a des étrangers qui débarquent. Il y a un rêve sur place. Ce rêve d'être une nation indépendante, souveraine, moderne, car là encore, on ne dit pas assez l'influence des idées et des textes de la Révolution française à la fin du XIXe siècle dans l'Orient méditerranéen. Il faut quand même pas oublier que nous avons, c'est en Palestine au début du siècle que seront traduits les textes de Montesquieu et de Rousseau, dans une traduction magnifique d'ailleurs, vers l'arabe. Moi, mon père, qui était un homme du XIXe siècle, une de ses idoles s'appelait Robespierre et Victor Hugo. Pas simplement Saladin et Moutanabbi. Donc la société n'était pas tellement une société qui tout d'un coup voit des gens arriver par la mer. Qu'est-ce qui cloche? C'est une terre sainte, j'ai dit tout à l'heure, qui a toujours été une terre d'accueil. Toujours. Et ses habitants ne sont pas des gens qui sont dans le rejet, ni un peuple qui est dans une espèce de chauvinisme. Au contraire. À preuve, si vous voulez, quelque temps plus tôt, au milieu du XIXe siècle, et vous pouvez aller dans les archives des consulats et des ambassades, le seul pays où il n'y a pas d'affrontement entre les communautés, c'est la Palestine. Au Liban, il y a des massacres entre Druzes et Maronites. À Damas, il y a également des massacres, et ainsi de suite. Il y a un seul pays où ça ne marche pas. Et nous avons des lettres des consuls européens qui écrivent à leur ministère, qui sont indignés que les Palestiniens n'entrent pas dans la bataille, parce qu'ils veulent que ça entre dans la bataille pour justifier l'arrivée des troupes européennes, soi-disant, pour protéger les minorités. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que les Palestiniens sont des gens modernes, évolués. Non, non, non. Parce que cette terre est plurielle. Qu'est-ce qui cloche à un moment donné? Et c'est très profond. On a des textes de 1908. C'est 2 lettres. Au lieu de dire nous venons en Palestine, nous avons entendu nous revenons en Palestine. Et à partir de cette idée du nous revenons, nous sommes devenus d'un coup, de 2 lettres, des squatters, des gens qui ne devaient pas être là où ils sont. Et à ce moment, le danger, le sentiment, non pas qu'il allait y avoir une colonisation, mais que nous allions être remplacés chez nous, est devenu très très fort. Et ça va aller grandissant jusqu'en 1948. De notre côté, on peut expliquer les mécanismes. On peut expliquer que ces gens qui débarquent, qui sont persécutés, et ils ont commencé à débarquer avant le nazisme. Mais n'oublions pas les pogroms russes. Herzl, quand il écrit, il ne connaît pas Hitler. Herzl connaît l'antisémitisme russe, du tsar. Française de Dreyfus. Oui, il assiste au procès. Mais les vrais, il n'y a pas eu de massacre en France, il y a eu de l'antisémitisme. Mais les pogroms sont russes. Et donc, il y a une situation qui commence dans la panique en disant mais ces gens viennent nous remplacer, ils viennent pas vivre avec nous. Et plus le danger montait, plus le nazisme montait, plus les bateaux devenaient nombreux qui arrivaient à Haïfa avec les nouveaux immigrants. Là, on se disait, oh là là, ce plan est gigantesque. À un moment, on va nous mettre à la porte. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu ce nœud. Bien sûr qu'on ne peut plus le résoudre.
Parce qu'il faut dire 2 mots de l'avenir. On ne peut plus le résoudre. Parce que 70 ans sont passés, et il y a des millions de personnes qui sont là. Une chose est née, qui est l'Israélien et non plus le Juif. Maintenant, que l'Israélien soit de religion juive, d'accord, mais il y a une personnalité spécifique qui est l'Israélien. Et on ne va pas réparer une injustice en, de nouveau, refaisant une autre, 70 ans plus tard. Donc il est fondamental de poser la question désormais du partage, et non pas du retour à une situation qui prévalait il y a 70 ans. Ce retour dont je parle, moi j'ai été le chef de la délégation, et Yves était là, des négociations sur le retour. La formule peut sembler un peu fantaisiste. C'est un retour en avant, pas en arrière. C'est un retour par rapport au futur. C'est un retour sur les choses, mais en leur trouvant une solution qui soit celle d'un avenir possible. Et qu'est-ce que ça veut dire un avenir possible? Ça veut dire un vrai voisinage. Ça veut dire vivre vraiment côte à côte en attendant de vivre ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, vivre ensemble, c'est trop compliqué. À cause de, les conflits ont laissé des traces. Mais vivre à côte et développer un nouvel art du... Tout cela veut dire quoi? Nous sommes confrontés à un concept. Et il est vital, sinon on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné, aujourd'hui, à commencer à réfléchir en termes de partage plutôt qu'en termes de division? Quand on dit Jérusalem, la capitale des 2 peuples, ça ne veut pas dire le mélange des souverainetés, ça ne se mélange pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mur quelque part dans la ville qui dit voilà une souveraineté arabe-palestinienne et voilà une souveraineté juive israélienne. Non. Ça veut dire que nous séparons l'idée du partage, l'idée de la division pour adopter celle du partage. C'est-à-dire, la ville est ouverte et tout le monde circule dans tous les sens qu'il voudra. Mais il y a des zones où la souveraineté sera politiquement... Cela implique aussi, et c'est très compliqué, d'essayer d'expliquer, et ça c'était une des erreurs, une des difficultés de la négociation. La négociation sur Jérusalem s'est faite avec un énorme mélange des genres, fait et par les Israéliens et par les Palestiniens. Nous avons commencé à discuter des questions du partage des souverainetés. Nous nous sommes retrouvés en train de discuter quel est le Dieu qui est plus souverain que l'autre. Et c'est une discussion un peu folle, puisque les 3 religions disent qu'elles ont les mêmes dieux, le même. Mais dès que nous discutons, il y en a 3 sur la table. Elias, oui. Je crois qu'on s'emballe. Juste, je termine, ne t'en fais pas. N'aie pas peur, ils sont contents quand on s'emballe. Et donc, voilà la question qui est fondamentale. Mais il faut bien voir la question du nous revenons, non pas nous venons, mais elle est là maintenant, c'est fini, c'est fait. Mais pour comprendre que ce n'était pas juste un rejet en disant qui sont ces étrangers qui débarquent. C'était une peur aussi d'être à un moment donné dehors. Et on s'est retrouvé dehors. Aujourd'hui, sur 13 millions de Palestiniens, 60% sont dans les exils. Ils sont dehors. Vous voyez? Donc voilà un peu Alors les choses bougent. Les choses bougent. Elles ont commencé à bouger en 88, quand lors de la réunion du Parlement palestinien en exil, nous avons pour la première fois voté à majorité-minorité plutôt que de dire il faut un consensus, ce qui a bouleversé les règles du jeu, mais surtout quand nous avons introduit une notion, et je crois qu'Israël devra l'introduire, et elle est déjà introduite par certains, qui est toute la Palestine est ma terre. Ça, personne ne pourra me dire la Palestine n'est pas ta terre. Mais mon État ne sera pas sur toute la terre palestinienne. Donc, dissocier la notion de patrie, la notion d'État. L'État ne couvrira pas tout le sol de la patrie. C'est là la quintessence de la notion de partage. Oui. Ça va? Ça va. Juste avant de donner la parole à Abraham pour commenter peut-être ce qui vient d'être dit, je voudrais dire que cette nuance que Elias, enfin cette différence très importante qu'il fait entre séparer et diviser, et il est dans le processus de paix dont on aura peut-être à parler, parce que vous vous poserez la question, ou vous poserez sûrement la question, il y a eu un processus de paix depuis tellement longtemps que pourquoi est-ce que ça ne réussit pas? Mais ce sera pour peut-être avec vos questions que
que ce sujet viendra. Mais je voudrais dire qu'il est l'inventeur dans le processus de paix, le groupe de travail sur les réfugiés, qui était un élément essentiel, une composante essentielle du processus de paix. Elias est un peu l'inventeur aussi, séparé pour mieux résoudre, c'est-à-dire, par exemple, demander à ce que Israël reconnaisse qu'il est la cause du refuge palestinien, et puis une fois cette reconnaissance acquise, que alors le sort de ces exilés est négociable, et tout est négociable. Et ça, c'était une ouverture qui avait bien pris dans le processus de paix. Et c'est toujours sur la table, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'il quitte la table. Mais enfin, la table, elle est très empoussiérée aujourd'hui. Abraham? I think that the introduction, the honorable moderator introduced me, forgot to mention that I was the Speaker of the House. Yes. Okay? And I mention it not only because my mother was very happy with my career, but because if there is one thing that I learned during my long years of being the President of the Parliament is as follows. They ask why the deliberations at the Knesset or any parliament are so long. And the answer is because everything was already said, but not by everyone. So what I like to do is to repeat everything that Elias said, but differently. Okay? Daily? Dans son introduction, notre modérateur a oublié de préciser que j'ai été président du Parlement israélien de la Knesset. Et en suivant intensément, et vous savez que les débats à la Knesset sont intenses, j'ai appris une chose. La question n'est pas de savoir que tout a été dit, mais est-ce que chacun a pu tout dire? Et c'est pour ça que je vais vous dire à ma manière ce que je viens d'entendre de la part de notre interlocuteur. Elias mentioned the in a way, brilliant de facto confederation of the Ottoman Empire. Now, at the time, there were two models, the Austro-Hungarian one and the Ottoman one, both very comprehensive, containing many nations and many tribes and many traditions, etc. Both crashed during the First World War. What came out eventually out of the Austro-Hungarian model is the European Union. Slowly but surely and indirectly, but this is where it came to the world. What did not yet come to the world is a regional confederation between various players in the Middle East that will replace the Ottoman model. And I would like to argue that if eventually something will happen positively the way both of us believe, it will be towards this direction. In order to support it, I would like to add another element with your permission, because the moderator Eve asked very, very bluntly at the follow-up question, why doesn't it work? Now, there are many reasons why it doesn't work. But I give you one which is very European in its thinking, but philosophically we shall understand it. All of us are living under the three premises of the French Revolution, which is égalité, liberté, et fraternité. Now, equality and freedom are valuable targets. Fraternity is not necessarily the same level because it is an instrument with whom I fight or with whom I struggle together in order to get to equality and liberty. Now, in a situation in the Middle East in which there is no fraternity within the Israeli society between Israelis and Israelis, there is no fraternity within the Palestinian society between Palestinians and Palestinians, and there is no fraternity, none whatsoever, between Israelis and Palestinians, it's very difficult to introduce peace, any kind of peace, which is based on liberties and equality. So keep it in mind that part of the work that we have to do is very internal. Is about the social level and the human level, what Elias said previously, sitting side to side and listening to each other. And it is not that I'm talking to him, we're talking with
each other. So this is item number 1. You please. Okay, I know it's a bit complicated and I need your help. Lui-même reconnaît que la pensée est complexe et compliquée, alors devinez ce qu'il peut en être pour le modeste traducteur amateur. Souvenons-nous que, au début de notre histoire et du siècle dernier, l'ordre géopolitique reposait sur 2 empires, 2 modèles, le modèle austro-hongrois et le modèle ottoman. La Première Guerre a vu l'éclatement de ces 2 empires. Côté ouest, l'éclatement de l'Empire austro-hongrois a, si on fait des grandes enjambées, a été à la base de la construction de l'Union européenne et d'une manière de régler les problèmes entre toutes ces populations du nord-ouest de l'Europe. L'éclatement de l'Empire ottoman n'a pas conduit encore à une réorganisation des peuples, des populations et des territoires qui étaient dans la zone ex-ottomane. Et on peut parler du processus de paix depuis longtemps. C'est ceci qu'il faut viser, même si on n'y est pas parvenu. Laissez-moi rappeler un autre élément. Le processus de construction étatique de chacun de nos peuples était basé sur les principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité sont des concepts sur lesquels on peut construire quelque chose qui sont palpables, tangibles, pas simples, mais tangibles, qui sont des buts auxquels à atteindre. En revanche, la fraternité est un moyen et qui est d'une nature différente. On y arrivera, c'est le moyen d'atteindre les 2 premiers principes, mais comment voulez-vous qu'on y parvienne lorsque cette fraternité existe si peu au sein de chacune de nos propres communautés, au sein du peuple palestinien, au sein du peuple juif, qui a d'abord à régler des problèmes entre eux avant de pouvoir travailler et viser la fraternité qui visera à mettre en œuvre liberté, égalité. Now, let's say that we are there, that we have fraternity. We love each other and we all become Christians from Nazareth and we give the first and the second and the third cheek. Everything is perfect. Okay, we fall in love with each other. How do we contain the past? Let me take you to a classroom in Berlin. Multiculti, everybody is equal, and I mean, you know what is multiculti here. I mean, you have your own bloggers, okay? You know it. What does that mean? And I'm a kid with a German citizenship from a Turkish origin. First, second generation in Berlin. And I learn about the Holocaust. And I say, holy gosh, am I responsible as a Turkish origin kid for the annihilation of 6 million Jews and 20 million others? It's not me, but I'm a German. So what's my responsibility towards my history? Now, I'm a kid in the same classroom from a German origin, and I learn about the Turkish atrocities against the Armenians in 1915. And I say, listen, this one is not mine. But the fellow kid next to me is a kid from a Turkish history, and I have to contain it one way or another. So how do we sit in the same classroom and assuming responsibilities for histories that are not necessarily ours? How do I sit in the same classroom of Yuval, my grandson, and I understand the Palestinian history with all of its hopes and pains, and he sits in his classroom next to my Yuval and contains my history, which contradicts or contradicted his. So it is not just fraternité between people here and now, it is developing an approach toward containing histories.
Because if we will not know how to revisit history differently, then we visit it now. And I want to tell you a secret. The entire conflict between Israelis and Palestinians, it's not about the future. We know what the future will be. We know where the borders are. We know what will be about the refugees. We know about the resources. We know about the borders. We know about Jerusalem. We know about even the house of Elias in Haifa. We know everything. It is. You don't know. Oh, we know. We solved it. It's ours. Okay. 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 I mean, it is all solved. The present is known. We read about it in the papers. So the whole conflict in the Middle East is how to shape the past. That's the only conflict. My past, your past, my reading of history is more just. Your reading of history is more justifiable, etc., etc. So I say, in order to move to the future, we must revisit differently the history and the past. So we need fraternité in order to get to liberté and égalité. And once we are there, we need history. With the four elements, we will be able, and this is what I'll do after Elias will respond now, I will tell you where I think is the direction of the future solution. Not all of them speak English. Je crois que ça a commencé au... Oui, c'est ça. Alors, maintenant, supposons que nous avons la fraternité, que nous sommes tous devenus... nous sommes tous habités par un esprit chrétien, que nous tendons l'autre joue quand on nous gifle, etc. Et nous sommes tous tombés absolument amoureux les uns des autres, que tout va très bien. Mais une fois qu'on est tombé dans la marmite de l'amour, que faisons-nous pour contenir, enfin, pour s'adresser au passé? Contain the past, oui, c'est pour voilà, dépasser, oui, comme dépasser, oui, c'est bien, dépasser le passé, c'est très bien, dépasser le passé. Par exemple, prenons le cas d'une école. Par exemple, mettons que nous sommes dans une école à Berlin aujourd'hui, dans le multiculti de Berlin d'aujourd'hui, et il y a un enfant allemand, mais d'origine turque, à qui on raconte l'histoire allemande. Et il se dit, mais est-ce que moi je suis responsable de l'Holocauste, de ces 6 millions de juifs morts dans les camps, etc. Je n'y étais pas. Enfin, c'est quoi l'histoire allemande pour un petit garçon, pour un petit enfant d'origine turque? Et de la même façon, sur le même banc est assis un enfant d'origine allemande qui peut aussi dire, dont les parents aussi étaient allemands au moment de la guerre, et qui pourra dire, oui, mais alors moi, ce pour lequel je ne me sens ni responsable ni concerné, c'est par exemple le génocide arménien. Donc il y a une sorte de problème à savoir comment on assume la responsabilité pour une histoire qui est à la fois la mienne et pas la mienne. Comment on la fait sienne, cette histoire. Et c'est le problème qui se pose entre Palestiniens et Israéliens, et précisément celui-là, c'est que chacun se raconte une histoire, et ces histoires sont contradictoires. Et comment assumer cette contradiction, c'est vraiment la grande question. Parce que donc c'est pas juste le problème de savoir si on peut arriver à la fraternité, ce n'est pas, c'est vraiment la question de savoir comment on va pouvoir revisiter ensemble l'histoire, et la revisiter d'une manière qui permettent justement d'intégrer cette question de fraternité. Alors maintenant, je vais vous dire un secret. C'est que le problème que nous avons n'est pas du tout un problème sur ce que devrait ou doit être l'avenir, puisque pour ça, on a toutes les solutions. On sait exactement comment on va régler le problème de Jérusalem, des migrants, des ressources, des frontières. Tout ça, on a les solutions. Le futur, on sait exactement ce qu'il devrait être. On sait même ce qu'on va faire avec la maison d'Elias à Haïfa. Alors, Elias a dit que non, il n'était pas sûr qu'il sache, et on lui a répondu si, ta maison, elle est à nous. Donc, bon, mais au-delà de la blague, donc le problème n'est pas tellement de savoir comment on va former le futur, comment on va construire le futur, mais comment on va donner une forme au passé qui soit une forme commune. Comment on va pouvoir justement dépasser ce passé tout en l'assimilant et en l'assumant.
Et c'est là. Alors après, peut-être après, après la réponse d'Elia, je donnerai quelques indications sur quand même comment je vois le futur une fois que j'aurai dépassé le passé. Peut-être qu'avant de donner la parole à Elias, si tu avais fini, j'aimerais. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est mon micro. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre mémoire et histoire? Parce que de quelle histoire parle-t-on et de quelle mémoire parle-t-on? Ou est-ce qu'on reconstruit l'histoire à partir d'une mémoire? Ce sont des questions. C'est une grande question. Et je pense que c'est un des points focaux. Ce n'est pas le seul, mais c'est un point focal, cette question de l'histoire. Et comme pour tout, quand on veut arriver à une solution, arrive un moment où il faut se faire violence à soi. La différence, vous savez, moi j'ai pratiqué pendant 7 à 8 ans les négociations, c'était très violent. C'était beaucoup plus violent que vous pouvez imaginer, parce que beaucoup de gens pensent que la guerre c'est une violence, mais quand on commence à négocier, c'est pas vrai, c'est également très violent. Mais quelle est la différence? Dans les situations de guerre, vous portez la violence sur votre adversaire. Dans les situations de négociation de paix, vous vous faites violence à vous-même pour accepter déjà de parler à quelqu'un que vous considérez comme étant la cause de vos malheurs, ou la cause de vos peurs, ou la menace permanente. Donc, il faut se faire violence dans une négociation. Ce n'est pas agréable, mais il n'y a pas moyen d'en sortir. Dans cette histoire de se faire violence, la question de l'histoire, avec un grand H, est absolument primordiale. Et on a vu, avec de très bonnes intentions, et même parfois même allant jusqu'à la naïveté, des démarches, des groupes mixtes pour dire, voyons si on peut jumeler nos récits, si on peut. Il y a une chose qui est terrible. Ce qui s'est passé, c'est passé. Personne ne peut le changer, c'est fini, c'est fait. C'est fait, c'est là. Et il faut commencer à se faire une violence, qu'on va vivre avec des gens qui n'auront pas le même récit que nous. C'est ça qui est très violent. Nous ne pourrons pas faire un récit identique, parce que si nous faisons un récit identique, nous serons en train de trafiquer. Et son histoire, chacun doit trafiquer un peu la sienne pour qu'elle devienne identique. Et quel est le but? À quoi ça sert de faire un faux récit qui, en tout cas, portera les germes des crises futures? Ça réexplosera. Il faut arriver, mais c'est dur, hein, de dire jamais nous ne pourrons. Ce qui s'est passé, c'est fini. C'est malheureux, c'est de la tristesse, tout ce que vous voulez. Il y a de l'injustice, il y a de la justice. Ok, mais c'est fait. Et il faut commencer à s'habituer à cette gymnastique. Il y aura 2 récits. Et peut-être arriver parfois à faire des ouvrages d'histoire dans lesquels on a en parallèle les 2 récits, pas mélangés. Et que le lecteur commence à voir comment une perspective est en contrepoint, pour parler musicalement, de l'autre. Et comment cela permet, sans associer, sans confondre les 2 histoires, de comprendre ce qui s'est passé. Et précisément en disant ce qui s'est passé, c'est 2 choses très différentes. Et jamais on pourra, et là je reviens à la mémoire, jamais on pourra unifier les mémoires. C'est une chose complètement illusoire. Seuls les fascismes essaient d'unifier les mémoires de leur peuple, pour qu'ils pensent tous pareil. Ça n'existe pas. Par contre, il y a aussi autre chose dans la démarche. Et je suis sûr qu'on sera d'accord là-dessus. Cette question est comme un mur. N'est-ce pas? On bute tout le temps. On dit c'est bloqué, c'est l'impasse. C'est un mur, il y a un obstacle. Et on se dit, on ne va pas avancer tant qu'on n'aura pas résolu cet obstacle. Or, par expérience, croyez-moi, très souvent, et ça marche du tonnerre de Dieu, croyez-moi, vous commencez par contourner votre mur en laissant derrière vous une solution non réglée, un problème non réglé. Vous passez de l'autre côté du mur et vous réalisez que, mais il y a un autre côté du mur. Il y a quelque chose derrière le mur. Après, vous revenez et ce n'est plus le même mur. Vous pouvez l'aborder autrement. Et à ce moment, vous voyez que ce qui vous semblait impossible à résoudre devient possible. Pas parce que vous avez trouvé une solution magique,
mais parce que vous avez eu la force et vous avez pris le risque de passer de l'autre côté avant même d'avoir trouvé la solution, mais ça vous donnera les moyens de revenir avec une solution. C'est systématique dans la vie, ça. Or, nous sommes également dans une espèce d'obstination à se cogner tout le temps la tête contre ce mur. Il faut le contourner. On ne va pas l'abolir comme cela. On ne va pas l'ignorer. On sait qu'il est derrière nous, qu'il est encore là. Mais le contourner pour pouvoir y revenir. Ça, en termes d'avenir, c'est une chose fondamentale. C'est pour cela, par exemple, et on est en train de passer à ta dernière volée. Oui. C'est pour ça que dans l'idée des deux États, moi, j'avais 22 ans quand les Palestiniens ont proposé cette formidable offre qui était un État démocratique où chacun aurait sa religion et où on serait tous des individualités, pas des individualismes, mais des individualités avec des droits et des obligations. Ça n'a pas marché. Du côté israélien, il y avait l'idée qu'après tout ce qu'ils avaient vécu, ils voulaient être rassurés par le fait qu'ils restaient ensemble. De notre côté, c'était aussi un sentiment qu'on est en train de se renier, de se dissoudre. Très bien, ça n'a pas marché. Mais ça reste pour moi une solution magnifique. Alors aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi tu te bats pour deux États puisque tu penses que c'est l'autre la solution? Je me bats pour deux États parce que les deux États, si on arrive à créer, à inventer un voisinage, va certainement déboucher sur une chose beaucoup plus belle que les deux États. Et quelle est la chose qui est la plus belle que les deux États? Et ça, je peux le dire d'expérience. La paix n'est pas une chose suffisante. Israël a une paix avec l'Égypte. Il n'y a plus de canons qui tirent, mais il n'y a pas de réconciliation entre l'Égypte et Israël. Je peux même vous dire plus, il y a même un sentiment d'animosité égyptien plus fort qu'à la plus grande période de Nasser. Parce que la réconciliation a été absente. La paix, si elle est simplement une non-guerre, ne suffit pas. Mais un voisinage peut être un très bon chemin vers la réconciliation. À ce moment, c'est une paix des cœurs, pas une paix des traités. Et on est entré dans autre chose. Et on est, à ce moment, dans la paix des cœurs. On sera dans la fraternité, Abraham. Mais c'est long. Et on ne choisit pas toujours les modes. Mais on peut commencer par être de très bons voisins et commencer à inventer des choses pour créer autre chose. Voilà. I would like to cross to the other side of Elias' wall and then to cross another one. Okay, I mean, there are a couple of walls down there, down the road. The whole issue, and we touch here, I love this conversation because it is not a kind of negotiation. You take this corner, you give me that dunam, I'll give you 5 homes there, you give me 2 rivers there. This is not the kind of the political tough negotiation. Realistic. It's about concepts, it's about the values that should be behind it. And I think it's much more important than the details. The details eventually will come. But if you start with the details and you end with the details, it becomes, as he says, like with Egypt, a kind of an agreement, but not real reconciliation. Cold peace. They call it une paix froide. Comme on Yeah, disait la yeah, guerre froide. I buy the cold, I don't have the peace. I mean, the chill I have already. The chill I have, the peace I don't yet have, okay? But people love to talk about, in both sides, about the two-state solution. 2 states to 2 people. Now, it sounds very, very good. But we have to be aware that, like any product in our market, it has an expiration date. Right. It is not there forever. It will not wait there till the Mahdi will come back, or till the Messiah will come back, or even till evangelical Redeemer will come back. Was that too much for you? Yeah, no, it was not too much for you. Back to Haifa. Yeah, it's a long way you walk. The time is limited. I live in the feeling today, which I do not promise that I will have the same feeling tomorrow, that
the time of the model already expired. So for me, it is not anymore yes or no struggle for the two-state solution, but it is a struggle first to what kind of one state we shall have. Today we have one state with two regimes. One full of privileges to the Jews, and one which deprives all the privilege from the Palestinians. So in my first struggle towards a nice neighboring relations, towards two-state solution is a better one state. It is not that one state comes after the two states, it's a one state which comes first. I want every individual between the Jordan and the Mediterranean to have the right for the same rights. Whatever I have, you have. And it means a serious relinquishment of Jewish privileges and making the region from a paradigm of separation and discrimination to a paradigm of shared space. So the first move is from the current one-state solution and two regimes to a one state with one regime. Later on, let's see what develops in the relationship where each and every one of us define his privacy. Item number one. We'll Yeah, see please. later what we do in the second stage. Yeah. Allons de l'autre côté du mur. Effectivement, du mur évoqué par Elias et des nombreux murs qui encombrent le paysage. Et au-delà des négociations avec leur aspect cynique, leur aspect détaillé, leur aspect pointilleux, effectivement, restons-en au niveau des concepts. Les deux États. Les deux États a été une solution, mais comme tout produit, il y a une date limite de consommation, une date d'expiration. J'ose dire que le modèle des deux États, à mon sens, a expiré. Surtout si l'on constate la réalité où, en fait, nous sommes dans un État, de fait, un État unique, à deux régimes. Un régime pour les Juifs et un régime pour les Palestiniens. Et ces régimes sont extrêmement inégaux. Donc, à partir d'une situation de séparation, comment arriver à un territoire partagé où l'on, progressivement, on constituerait et attribuerait à chaque communauté des droits égaux et, pas à pas, aboutirait à la construction d'une autre réalité que celle qui est présente, mais qui conduirait vers un avenir meilleur. Now, without, don't fight. I have enough words for both of you. Okay? Now, once we're there with a paradigm of shared and not dividing, and a paradigm that each individual has the right for the same rights, and with the assumption that I'm sure Elias will immediately sign for, we should correct whatever is possible to correct or compensate, but we cannot correct the wrongs of the past by creating new wrongs, because then it's perpetuating the conflict forever. When we take all of this, relinquishing the privileges, shared space, no separation, rights for all, and no creating new wrongs, this is actually a good introduction for a confederation between Israel and Palestine. Not necessarily one state and not necessarily two states. The basic ground floor is constitutional rights for all. The mezzanine floor is his apartment as a Palestinian in Palestinian state, and my apartment in Israel as the state of Israel. And the third floor, the roof, is the confederation, which is a shared governing responsibility between both. That will be the structure of the confederation. And I believe that the stages are as follows. From one bad state because of two regimes to one good state, then better neighborhooding, as Elias said, and then the confederation. These are the stages, as long as it will take.
Once all of this is accomplished, here is my wall. I do not believe, and that's not the way we grew up, and it's not the way we educated our children. I do not believe in automatic, collective, ethnical, genetic patriotism. My judgment of a human is, are you a good person or a bad person? If you are a bad Jew, you are my enemy. If you are a good Palestinian, you are my brother. And therefore, I want to see a human reality between the Jordan and the Mediterranean after all the wars and all the stages and all the visions, in which my kids or my grandchildren will consider positively to marry Elias' grandchildren, because he is already busy and occupied, okay? Otherwise, we would have proposed to him, okay? And that will be natural, because it will be a marriage between good people and good people. And together we shall join forces against the bad people in my society and in his society. And therefore the division line is not ethnical, it's not tribal, it's not religious, it's not national, it's simply good versus bad. Ethical.